le COPIL, qui va, comme indiqué tout à l'heure par Madame la secrétaire générale, veiller entre autres à l'application des mesures du Pacte national de stabilité sociale. Et pour la deuxième partie, nous allons inviter Monsieur le ministre Olivier Boucal pour un rappel des différentes étapes qui ont conduit à la signature du pacte et également pour les diligences accomplies jusque-là, Monsieur le ministre. Merci. Monsieur le Premier ministre, Mesdames, Messieurs les ministres, Messieurs les secrétaires généraux des centrales syndicales, Messieurs les membres du patronat, Mesdames, Messieurs, je voudrais revenir sur tout le parcours qui nous a conduit aujourd'hui à la signature de tous ces textes qu'a rappelé tout à l'heure Madame le secrétaire général du ministère de la fonction publique, du travail et de la réforme du service public. Rappeler le contexte général ou l'objectif général donc du pacte national de stabilité sociale, qui est de contribuer à l'instauration d'une stabilité sociale propice à une économie compétitive, à la promotion du travail décent, productif et à l'équité sociale. Et cet objectif, nous l'avons décliné en plusieurs objectifs spécifiques qui sont entre autres la promotion des mécanismes de dialogue social et de négociation collective, favoriser une gouvernance participative et inclusive, garantir les libertés, les droits et libertés des travailleurs, favoriser une croissance économique inclusive, redistribuer équitablement les fruits de la croissance, promouvoir la création d'emplois décents et durables, promouvoir la création, c'est répété, d'emplois décents et durables, renforcer le partenariat public-privé, améliorer l'environnement des affaires et améliorer la qualité des services sociaux de base, notamment l'éducation et la santé. Mais je vais ici revenir un peu sur des dates clés que nous avons traversées pendant tout le processus d'élaboration de ce pacte national de stabilité. D'abord, le 27 février, qui est une date charnière, pendant laquelle il y a eu une grande rencontre tripartite entre le gouvernement, les employeurs et les syndicats, le 27 février 2025. Et le 28 février 2025, on a organisé une grande rencontre au niveau du ministère du Travail pour recueillir les attentes des parties prenantes. Et entre le 7 et le 10, il y a eu également une grande rencontre, toujours organisée par le ministère du Travail, des travaux qui étaient consacrés à la concertation et à l'élaboration du projet. Et le 23 avril 2025, nous avons pu stabiliser complètement le projet par un comité technique tripartite. Et le 1er mai, qui était consacré à la signature de ce pacte, toujours dans cette même salle. Et le 26 et 28 mai 2025, toujours sous l'égide du ministère en charge du travail, des travaux ont été organisés à Saly pour l'élaboration du plan d'action. Le plan d'action, je rappelle ici, est la feuille de route pour la mise en œuvre du pacte. Et ce travail a été élaboré sous une démarche vraiment tripartite où il y avait les travailleurs, le patronat et la partie gouvernementale. Le 24 juin, il y a eu une relecture
relecture et finalisation du plan d'action avec les partenaires sociaux. Le 8 juillet, le plan d'action a été transmis à la primature. Le 26 septembre 2025, il y a eu une lettre instruction du Premier ministre pour demander à tous les ministres donc, de budgétiser le plan d'action. Donc, il était question pour que chaque ministre prenne en charge les actions lui concernant et les budgétiser. Et c'est ce travail-là qui est en train d'être fait par tous les ministères. Nous sommes en train de suivre pour la budgétisation et qui sera votée très prochainement pendant le vote de la loi de finances. Le 14 et 16 octobre est tenu d'un atelier de partage avec les inspections régionales du travail, puisqu'ils sont des relais au niveau donc régional. On a tenu à organiser une réunion avec eux pour partager avec eux sur le pacte. Également, il y a des chiffres clés qu'il faut rappeler également, c'est les parties signataires. Il y a évidemment le gouvernement, les 4 organisations patronales et les 24 centrales syndicales. Et au titre des engagements, il faut rappeler qu'il y a 13 engagements communs qui concernent donc toutes les parties, les 3 parties. Il y a 10 engagements en faveur d'un environnement favorable à l'investissement. Il y a 15 engagements en faveur des politiques économiques et sociales, 16 mesures pour stabiliser le secteur social, 6 engagements spécifiques aux employeurs et 7 engagements spécifiques des employés, ce qui fait un total de 67 mesures. Et à côté de cela, il y a 46 mesures spécifiques mesures spécifiques. 5 mesures concernant la problématique de la retraite. 6 mesures en faveur de l'enseignement supérieur. 5 mesures en faveur de l'éducation et de la formation. 9 mesures pour le secteur de la santé et de l'action sociale. 15 mesures pour l'administration générale. 2 mesures concernant les collectivités territoriales. 9 en faveur de la culture et une mesure pour le secteur donc, du transport, ce qui fait les 46 mesures spécifiques. Je vais un peu entrer en détail pour ces différents engagements de l'État, mais cette fois-ci par secteur. Il y a eu quelques grands engagements phares pour le travail décent. Il s'agit donc d'observer une trêve sociale de 3 ans. Réformer le code du travail et le code de la sécurité sociale. Et ça également, tout le travail qui devait être fait au niveau donc, du ministère est déjà fait et les 2 textes sont déjà dans le circuit normatif. Ils sont déjà examinés en comité technique et c'est actuellement à la Cour des comptes. Donc, il ne reste que cette étape pour la signature définitive et le vote au niveau donc, du Parlement. Il y a également la redynamisation de la négociation collective, faciliter le règlement du contentieux lié au licenciement en cours par le dialogue social et instaurer des mécanismes de dialogue social appropriés dans les entités publiques et parapubliques. Installer des comités de dialogue social dans tous les ministères pour anticiper et prévenir les conflits et crises. Et ici, il faut rappeler que le Haut Conseil du dialogue social a déjà envoyé aussi à tous les ministères une lettre pour rappeler cette directive-là et c'est aussi tous les ministères sont déjà en train donc de réaliser cette directive-là. Il faut, toujours pour le travail décent, il faut étendre la protection sociale aux journaliers et aux travailleurs du secteur informel. Donc, il s'agit donc d'étendre donc, la couverture sociale
au secteur donc, de l'informel. Garantir un système de rémunération juste et équitable, étudier la problématique du relèvement de l'âge d'admission à la retraite des agents de l'État, créer une caisse autonome de retraite des fonctionnaires, revaloriser les pensions de retraite des agents fonctionnaires et les salariés du secteur privé. Donc de l'administration centrale, je rappelle les grandes mesures pour l'administration centrale. Il s'agit de la généralisation de l'indemnité de logement à tous les agents de la fonction publique, la maîtrise des effectifs de l'administration publique et la formation continue des agents de l'État, la suppression progressive de la contractualisation, assurer le suivi des accords signés entre le gouvernement et les syndicats sectoriels, le reclassement des docteurs vétérinaires à la hiérarchie A spéciale, le parachèvement du statut des greffiers, des secrétaires de greffe et autres après la formation. Pour le secteur de l'éducation et de la formation, je rappelle rapidement les engagements également, les engagements phares, parce que je ne cite pas tout. Il y a la signature dans les meilleurs délais des projets de décrets modifiant les décrets numéro 74-347 du 12 avril 1974 et le décret numéro 2006-392 du 27 avril 2006 qui concerne la question donc des enseignants décisionnaires. Il y a la digitalisation intégrale des actes et procédures d'administration, notamment la gestion des carrières. Il y a l'interconnexion, la plateforme Giraffe, Mirador, Solde et e-Solde et e-Pension. Donc, Giraffe est géré par le ministère de l'Éducation, Giraffe par le ministère de la Fonction publique, Mirador pour le ministère de l'Éducation, Solde et Pension pour les deux directions de la Direction générale du budget. Pour l'enseignement supérieur, voici les engagements phares. Le recrutement conséquent d'enseignants-chercheurs et la stabilisation du calendrier à 12 mois. Je rappelle que je suis en train de citer un peu les engagements phares, mais certains ont déjà été réalisés. Dans le cadre de l'éducation, il y a des choses qui ont déjà été réalisées. Même ici, nous avons, je reviendrai peut-être tout à l'heure sur certaines réalisations, mais c'était des engagements qui étaient inscrits dans le pacte lors de sa signature. La finalisation des infrastructures dans les universités publiques, les centres des œuvres universitaires et les ISEP. La création d'un cadre pour la négociation d'une convention collective pour le sous-secteur de l'enseignement supérieur. Privé supérieur. Pour le ministère de la Santé et de l'Action sociale, c'est le recrutement conséquent d'enseignants-chercheurs et la stabilisation du calendrier universitaire à 12 mois. La finalisation des infrastructures dans les universités publiques, les centres des œuvres universitaires et les ISEP, la création d'un cadre de négociation d'une convention collective pour le sous-secteur de l'enseignement supérieur. Ouais. C'était pour l'enseignement supérieur. Ouais. Pour les collectivités territoriales, il y a l'effectivité de la mise en place de la fonction publique locale qui te demande et l'application de la loi sur la rémunération dans la fonction publique locale. Pour la culture et transport, il y a l'évaluation de l'agrément de la Société des droits d'auteur et des droits voisins SODAV avec le ministère en charge de la culture. L'amélioration de la protection sociale des artistes, l'effectivité de la copie privée et la mise en œuvre de la conclusion des états généraux des transports publics.
Alors, pour le plan d'action du pacte, il faut dire que 10 produits ont été déclinés en activités, en sous-activités, avec des indicateurs, un échéancier et une matrice des responsabilités impliquant une dizaine de ministères, le Haut Conseil du dialogue social et les partenaires sociaux. Ce sont réellement les produits qui vont découler donc de la mise en œuvre des objectifs spécifiques susmentionnés. Alors, vraiment, rapidement, pour faire l'économie donc de ces produits, il y a le mécanisme du dialogue social et la négociation collective sont renforcés et modernisés. Le cadre juridique du travail décent est amélioré. La protection sociale des travailleurs est renforcée et étendue, y compris dans l'économie informelle. Les partenaires sociaux se sont appropriés le pacte national de stabilité sociale dans tous les secteurs. Le règlement du contentieux lié au licenciement en cours par le dialogue social est facilité. Toujours si le pacte est bien mis en œuvre, la qualité des services sociaux de base est améliorée, le suivi des accords signés entre le gouvernement et les syndicats sectoriels est assuré, l'environnement des affaires est amélioré, la création d'emplois décents et durables est facilitée, une gouvernance participative et inclusive est renforcée. Et il faut dire que toutes ces actions-là ont bien été déclinées et budgétisées. Et la plupart de ces actions vont être mises en œuvre au courant donc de l'année 2026. Et certains sont déjà donc pris en charge donc au courant de cette année 2025. Pour les réalisations, il y a la suppression des équivalences à la durée légale de travail dans le secteur donc de l'hôtellerie. La tenue des concertations avec des entités publiques et parapubliques, ministères, entreprises publiques et parapubliques sur la réintégration des travailleurs licenciés. Donc, c'est des travaux qui ont déjà été menés. Élaboration d'une feuille de route de la réforme du système de retraite à la suite des concertations tripartites initiées par la Direction générale du travail et de la sécurité sociale. Ça également, c'est en cours. Organisation d'un atelier de vulgarisation du pacte et l'élaboration d'une feuille de route régionale par les inspections du travail. Il y a eu également la signature entre le gouvernement et l'intersyndicale des travailleurs des collectivités territoriales sur la revalorisation salariale ayant permis de mettre fin à la grève et aux tensions sociales dans le secteur. Il y a eu également la signature d'un accord entre le gouvernement et l'entente syndicale Sudjust et UNTJ sur le reclassement des greffiers mettant un terme aux perturbations dans le secteur de la justice. Il y a eu aussi la tenue régulière des rencontres de suivi des accords entre avec l'intersyndicale du secteur primaire. Autorisation du recrutement de 500 enseignants-chercheurs et autorisation de recrutement de 2000 enseignants dans le secteur de l'éducation. Au titre des diligences, ce sont des actions qui sont imminentes et qui vont être réalisées avant la fin de l'année. C'est la budgétisation des activités du pacte à réaliser durant l'année 2026. J'ai rappelé tout à l'heure que le Premier ministre a écrit à tous les ministres au courant du mois de septembre pour leur rappeler la budgétisation donc, du pacte et la question est déjà prise en charge dans tous les budgets des ministères qui vont être votés bientôt. Il y a également la signature du projet de décret modifiant le décret numéro 74-347 du 12 avril 1974 relatif au régime spécial des agents non fonctionnels de l'État. Et la signature du projet de décret modifiant le décret 2006-347